Bonjour et bienvenue sur votre série de podcasts Faire bien. Que mangerions-nous s'il n'y avait plus d'agriculteurs et d'éleveurs? Rien ou pas grand-chose. Or, leur nombre ne cesse de diminuer chaque année. Certains acteurs se mobilisent déjà pour faire bien, préparer la relève et faire face aux enjeux de demain. C'est pourquoi, à travers ce podcast, nous proposons de partager tous les 15 jours notre vision de l'agriculture biologique, mais aussi de vous faire découvrir le beau métier d'éleveur, la génération future et tous ceux qui pensent l'agriculture de demain autrement. Au programme, rencontres, innovation et immersion, bienvenue dans ce podcast Faire bien. Comment vient l'idée du podcast? En fait, j'écoute beaucoup de podcasts, je suis vraiment une grosse consommatrice sur plutôt le milieu de la cuisine. Et je me suis dit, tu vois, c'est marrant parce qu'il n'y a pas de podcast sur les agriculteurs. Peut-être qu'une manière de changer les choses aussi dans le milieu agricole, ça serait de les valoriser. Et du coup, je me suis dit, allez, j'ai envie de faire ça et de voir ce que ça donne sur un podcast. Le podcast il s'appelle Futur Agri. On est parti du principe qu'on allait partir à la rencontre de ceux qui font l'innovation dans l'agriculture. Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui pour cet épisode intitulé « L'innovation est dans le pré », on ne pouvait pas mieux tomber puisque nous recevons dans nos studios Marion Lemonnier, la créatrice des podcasts Futur Agri. Alors il y a une saison puis une deuxième qui arrive et qui sont entièrement dédiées à l'innovation agricole à travers la France. Bonjour Marion. Bonjour, je suis Marion Lemonnier et je suis la créatrice du podcast Futur Agri qui traite de l'innovation agricole. Moi, je viens du 94, de la banlieue parisienne. Voilà, enfance assez classique. Et en fait, en terminale, je sais pas comment, pourquoi, mais je me suis hyper chauffée pour faire Sciences Po. Ça a marché, alors que c'était clairement pas censé marcher. Enfin, il y avait jamais personne qui avait été accepté dans cette école, dans mon lycée et tout. Enfin, un peu l'histoire incroyable. Et pourquoi j'avais décidé de faire cette école à la base, c'est parce que j'avais appris que la 3e année, elle était obligatoire à l'étranger. Et du coup, je m'étais dit, trop bien, je vais voyager. Mes parents s'étaient rencontrés en Afrique, avaient passé 4 ans en Afrique. J'avais vraiment grandi avec ce rêve de faire un grand voyage, etc. Et je suis tombée sur un ancien de Sciences Po qui avait fait un stage dans une ferme de permaculture paumée au fin fond des montagnes et de la jungle bolivienne. Je me suis dit, ok, ça peut être top. Il s'avère que je partais avec mon frère aussi, qui lui venait de finir ses études. Donc il était libre, il m'a dit, ok, je pars avec toi. Et donc, on s'est retrouvés un petit peu par hasard là-dedans. Voilà, donc gros choc, parce que moi, je suis passée de Cachan dans le 94 en direct là-dedans. J'avais jamais fait de grand voyage comme ça dans ma vie. Et donc, on n'avait pas grand-chose à faire, en fait, parce que tout le monde était un peu en stand-by. Et il y avait du coup que les woofers, donc c'est ceux qui travaillent un peu bénévolement sur la ferme, qui sont nourris, logés, qui étaient là. Voilà, tout le monde était un peu choqué sur place. Les plantes qui étaient sur place, on ne savait pas ce que c'était, parce qu'ils travaillaient qu'avec des plantes hyper locales, etc. Enfin, on ne savait absolument pas ce qu'il y avait sous nos yeux. On voyait des plantes, on voyait un jardin, on voyait plein de trucs, mais on ne savait pas comment ça se mangeait, comment ça se cuisinait. Il y avait une énorme bibliothèque en français sur l'agriculture. Et du coup, je me suis posée et là, j'ai commencé à dévorer comme un roman, en fait, des bouquins de comment planter une salade, comment planter une aubergine. Et j'ai dévoré le truc. Même moi, je trouvais ça trop bizarre que ça m'intéresse, etc. Et voilà, du coup, c'était la première fois, je pense, que j'avais une passion aussi où j'ai senti que ça allait durer, que j'allais continuer à creuser le sujet. Ça n'a pas loupé, du coup, donc ça m'intéresse toujours autant. Et ça m'a aussi ouvert les yeux sur le fait qu'effectivement, l'alimentation, en général, ça allait me permettre, en fait, si je choisissais cette voie-là professionnellement, ça allait me permettre potentiellement d'avoir un gros impact sur le 21e siècle. Juste la base, il va falloir tous manger, et il va falloir manger mieux et pas tout détruire.
Comment me vient l'idée du podcast ? En fait, j'écoute, ça fait un petit temps du coup que j'écoute beaucoup de podcasts. Je suis vraiment une grosse consommatrice. Il existait à l'époque beaucoup de podcasts hyper intéressants sur plutôt vraiment le milieu de la food, le milieu de la cuisine, des chefs, etc. J'adorais comme ça partir à la rencontre de ces chefs, de leur histoire, et j'ai appris trop de trucs. Et en fait, je me suis dit, il y a 10 ans, la cuisine, c'était un métier qui était dur, qui n'était pas du tout valorisé. Et puis, petit à petit, on a fait des grands chefs, en fait, des vrais stars, qui avaient des choses à dire, on les a mis en valeur, on les a vraiment starifiés. Et je me suis dit, tu vois, c'est marrant parce qu'il n'y a pas de podcast sur les agriculteurs, comme ça. Il y a peut-être qu'une manière de changer les choses aussi dans le milieu agricole, ça serait de les valoriser, parce qu'aujourd'hui, on en parle tout le temps pour dire que c'est dur, qu'on fait de l'agribashing, qu'ils manifestent. Et je me suis dit, si les chefs, si la cuisine, le milieu de la cuisine a réussi à le faire, dans l'agriculture, on devrait pouvoir le faire aussi. Et du coup, je me suis dit, allez, j'ai envie de faire ça et de voir ce que ça donne sur un podcast. Et donc, cette petite idée a mûri petit à petit. Et en janvier 2020, je propose à la Ferme Digitale, qui est une asso cofondée par Florian Breton, le fondateur de Mimosa. Je leur dis, il y a le salon d'agriculture dans 2 mois. Ça va être un peu speed, un peu chaud à faire, mais je te propose qu'on lance un podcast pour le salon d'agriculture. Et donc, c'est parti comme ça. Et on a lancé 2 épisodes pour le salon, juste pour voir ce que ça allait donner, un peu les retours, les échos. Ça a plutôt hyper bien marché, on était hyper contents, plein de gens venaient voir, donc du coup on s'est dit, allez, on va continuer. Ça m'a permis de faire une collecte de financement participatif pour m'acheter du matériel, parce que les 2 premiers épisodes avaient été enregistrés vraiment avec des petits micro-cravates qui n'étaient pas du tout adaptés. Le podcast il s'appelle Futur Agri. Si l'idée de départ c'était vraiment de se dire, ok, je vais justement venir mettre en avant les agriculteurs, on est parti du principe qu'on allait partir à la rencontre de ceux qui font l'innovation dans l'agriculture. Donc alors ça peut être des agriculteurs, des agricultrices, ça peut être effectivement des fondateurs d'entreprises, ça peut être des assos qui vont représenter des groupements, des innovations, des choses comme ça. Et donc l'idée, ça va être effectivement de les connaître un petit peu eux, et un peu pourquoi ils en sont venus à l'agriculture, de comprendre effectivement comment ils innovent et comment ils font des choses nouvelles dans le milieu agricole. Et puis le dernier point qui pour moi est important, c'est vraiment quelle vision eux ils portent sur l'agriculture et comment ils pensent que ce qu'ils font va changer les choses. Récemment, j'ai interviewé Quentin Sagnier. Ça m'a pas mal marqué parce que c'est un entrepreneur français assez incroyable. C'est le cofondateur de Devialet, qui est une marque d'enceintes. Il fabrique des enceintes qui sont aujourd'hui, je pense, les meilleures du monde. Enfin, en tout cas, beaucoup de gens le disent. Donc, il a fait ça pendant 10 ans. C'est une boîte qui a marché du tonnerre dans le monde entier. C'est la seule boîte qui a un partenariat avec Apple. Ils sont distribués dans les Apple Store. Enfin, son histoire, elle est complètement folle. Du coup, je rencontre ce gars qui a arrêté depuis 2 ans Devialet, il en est sorti et qui monte du coup la nouvelle agence mondiale de notation des sols agricoles. Donc une agence de notation des sols agricoles, l'idée c'est vraiment de venir mesurer l'état des sols agricoles pour avoir une idée de leur forme en fait à un instant T et pouvoir du coup prendre les meilleures décisions pour améliorer l'état des sols qui est aujourd'hui globalement très très dégradé. Et donc, du coup, il m'a raconté tout ça. Et ça m'a assez touchée parce que je me suis dit, waouh, si des gens comme ça s'intéressent aussi au secteur, c'est qu'ils y voient un gros potentiel et qu'ils y voient de l'importance aussi. Il se dit que lui, il a les moyens d'agir, à la fois intellectuellement et financièrement aussi. Quand il se pose la question de où est-ce que je veux investir maintenant, moi, mon temps, c'est dans le secteur agricole. Donc, ça m'a vachement touchée, en fait, de découvrir ce type de personnes-là. Donc ça, c'était un peu mon premier exemple. Et un épisode que j'étais très très contente de faire sur la saison 1, c'était l'épisode de Geoffrey Masson sur la méthanisation. C'est quelqu'un du coup que j'ai rencontré chez Mimosa, c'est un collègue, ça faisait partie des premières personnes qu'on avait recrutées chez Mimosa, qui étaient du milieu agricole, je dirais, pur et dur, les grandes familles de céréaliers dans l'Aube. Et du coup, on a beaucoup parlé ensemble, et en fait, il s'avère que lui... il n'avait pas forcément envie de reprendre telle quelle la ferme de ses parents. Il est allé faire des études de commerce, de finance, en se disant je vais faire autre chose. Et puis en fait, c'est en quittant la ferme, il a monté un peu ce projet. Il était vraiment tout jeune. Et là, il a commencé à s'intéresser du coup à fond à la méthanisation.
qui était aussi une forme d'entrepreneuriat pour lui, tout en restant connecté aussi à son milieu. Du coup, la méthanisation, en fait, c'est un procédé pour créer du gaz naturel, donc c'est vraiment créer une forme d'énergie à partir de déchets agricoles. Enfin, ou à partir de déchets tout court d'ailleurs. Donc le principe, c'est qu'on va récupérer plein de matières, donc soit la matière sèche ou des déchets, par exemple, de cantine ou des choses comme ça, qu'on va mettre dans des grandes cuves. Ça fermente et ça produit du gaz, et donc ce gaz ensuite forcément on le traite, etc. Et ça part dans les réseaux. Lui, je crois que ça va chauffer par exemple la piscine municipale, et ça peut chauffer des maisons aussi. Mais donc ça suppose, alors c'est des investissements qui sont énormes, hein, on parle de millions, dizaines de millions. Les agris vont se regrouper à plusieurs pour le faire. Donc lui, là, il a pris la tête. Ça a été une façon pour lui de à la fois bosser avec ses parents, faire prospérer, entre guillemets, la ferme et la faire passer aussi dans le 21e siècle, justement. Donc c'est beaucoup d'échanges aussi intergénérationnels, à la fois avec ses parents et avec les autres agriculteurs, et de lancer des nouveaux projets, quoi. Moi, en tout cas, ce qui m'interpelle de ce qui se passe en ce moment, c'est qu'effectivement, il y a plein de technologies, des choses très digitales, très tech qui sortent. Et donc ça, pour moi, c'est important. Mais en fait, quand je rencontre les entrepreneurs qui font ces technologies-là, finalement, eux, j'ai l'impression qu'ils reviennent aussi d'un autre côté à un espèce de juste bon sens, tout en revenant aussi à des choses qu'on avait un peu perdues. Je pense par exemple à tout cet intérêt qu'on porte de plus en plus au sol ou au bien-être animal. C'est des choses qu'on avait finalement avec les 30 Glorieuses, etc., pris vraiment comme juste des outils de production, en se disant voilà, tant que ça produit, c'est bon, on se pose pas de questions. Alors que là, on se rend compte qu'on fait en fait avec du vivant. Et du coup, tout ça, faut le reprendre en compte, faut réapprendre des choses que je pense les anciens n'avaient pas avec des grandes données, etc., et des rapports, voilà, mais qui savaient en fait par juste leur observation et leur ressenti. Et en fait, on se rend compte qu'en ayant plein de données, plein de technologies et tout, on retombe sur les mêmes choses qu'avant. Donc ça, je trouve ça une boucle qui est assez intéressante en ce moment et qui se répond. Enfin voilà, je vois plein de projets là-dedans passer, et ça m'intéresse beaucoup. L'autre gros enjeu, là, parce que je pense que ça va être les 10 prochaines années, elles vont être tournées que là-dessus, c'est le renouvellement des générations. Il y a quand même une rupture là de qui vont être les futurs agriculteurs, comment ils vont gérer. Donc il y a plein de points d'interrogation sur ce sujet-là et sur qui vont être les agriculteurs dans 10 ans. Pour en savoir plus, donc du coup, il y a la saison 1 qui est déjà en ligne, qu'on peut retrouver sur Spotify, Deezer, sur YouTube aussi, parce que les agriculteurs regardent beaucoup YouTube, donc c'est important d'être présent sur cette plateforme. Donc là, il y a toute la saison 1, c'est 7 épisodes. Et du coup, pour cette saison 2, on va passer par la Normandie, on va aller à Nantes et même jusqu'en Bourgogne pour traiter de vraiment plein de sujets différents. On va traiter de l'investissement dans l'innovation agricole, on va traiter de distribution aussi, d'innovation dans la distrib, jusqu'au sol, du coup, les sols agricoles. Donc ça va être hyper varié, et d'ailleurs, on va pouvoir te retrouver aussi avec Ferbien. Eh bien, j'accepte avec plaisir cette invitation. Merci Marion et merci à vous qui nous écoutez. Et si vous ne connaissez pas encore les podcasts Futur Agri, eh bien, c'est l'occasion de les découvrir cet été, en attendant l'arrivée imminente de la saison 2. Bonne écoute, et quant à nous, on se dit à très bientôt. Vous avez aimé ce podcast ? N'hésitez pas à nous laisser un like ou un commentaire sur votre plateforme préférée. Et pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous. À bientôt.